Bonjour à tous. Alors, on va commencer, je pense, sans plus attendre les retardataires. Ça me fait plaisir, en tant que titulaire de la chaire Fernand Dumont sur la culture, de présenter Fernand Harvey, qui en a été le premier titulaire aussi. Et bon, je pense que tout le monde le connaît un peu, mais ça vaut toujours la peine de rappeler qui est Fernand et ce qu'il a fait auparavant. Donc, Fernand est professeur honoraire au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'INRS. Il est également membre de la chaire Fernand Dumont sur la culture, le premier titulaire. Donc, historien et sociologue, il a d'abord été professeur de sociologie à l'Université du Québec à Rimouski, avant de joindre les rangs du nouvel Institut québécois de recherche sur la culture, créé par le gouvernement du Québec en 1979 et présidé par le sociologue Fernand Dumont. L'IQRC a par la suite été intégré à l'Institut national de la recherche scientifique. Au cours des années récentes, les recherches de Fernand ont porté notamment sur l'histoire des politiques culturelles au Québec, mais aussi sur les institutions culturelles, l'action des acteurs culturels en milieu urbain et régional, et l'histoire de la vie culturelle dans les régions du Québec. Il a conçu et dirigé le vaste projet sur l'histoire des régions du Québec de 1980 à 1993. Il a aussi été concepteur et directeur scientifique de 3 séries documentaires pour la télé, Les pays du Québec, La culture dans tous ses états et Francophonie d'Amérique. Il est membre de la Société royale du Canada et de la Société des disques. Je crois d'ailleurs qu'il y a des numéros des cahiers des disques qui sont ici. Depuis 2012, il s'intéresse particulièrement à l'histoire, il s'intéresse particulièrement à l'histoire des politiques culturelles du Québec sous l'angle de l'interaction entre les acteurs de ces politiques, les institutions mises en place et le contexte social qui agit en arrière-plan de l'action de l'État. Dans cette veine, il a notamment publié une série d'articles sur les plus importants protagonistes de ces politiques avant les années 60, dont les secrétaires de la province Louis-Athanase David Soutachaud, Hector Perrier Sous-Godbout, le sous-secrétaire de la province Jean Beauchézy, Sous-Perrier Duplessis, ainsi que sur Georges-Émile Lapalme, à l'origine du ministère des Affaires culturelles en 1961. Alors, dans le cadre de cette communication, il sera question des raisons qui justifient l'intervention de l'État québécois dans le domaine culturel depuis l'arrivée d'Athanase David au secrétariat de la province en 1919, jusqu'à la démission de Georges-Émile Lapalme comme ministre des Affaires culturelles en 1964. Cette longue période d'incubation précède, selon Fernand, la mise en œuvre des premières politiques culturelles d'ensemble qui sont rendues publiques au cours des années 70. Merci beaucoup, Guy. Alors, comme il l'a mentionné, cette présentation s'inscrit dans les recherches que j'ai entreprises depuis quelques années, en fait depuis 2002, sur l'action culturelle de l'État québécois, depuis Athanase David et même avant, jusqu'à mon projet de faire éventuellement un ouvrage synthèse jusqu'aux années de la politique culturelle de 92. J'espère que je pourrai m'y rendre. Mon prochain article en préparation, outre ceux qui viennent d'être mentionnés, va porter sur le livre blanc de Pierre Laporte, qui est souvent mentionné, mais qui n'a jamais fait l'analyse, une analyse systématique, on peut dire. Alors, ceux qui peuvent voir ce que je vais décrire ici au tableau. À l'origine des politiques culturelles de l'État québécois. Une petite introduction pour affirmer au fond que dans la plupart des sociétés occidentales, l'État est intervenu à différents degrés pour soutenir l'activité artistique de création, encadrer la formation de la relève et assurer la préservation et la diffusion de l'héritage culturel de la société dont il est l'émanation. Alors, on peut dire que chaque société a élaboré son propre modèle de rapport public à la culture, allant, dans certaines sociétés, de la prédominance de l'action de la société civile, on pense ici à la philanthropie privée, aux initiatives communautaires, jusqu'à la prédominance de l'intervention de l'État. Cependant, on peut aussi affirmer que la présence
de l'État dans le domaine culturel va se manifester de façon significative à partir des années 60, tant en France qu'au Canada fédéral et au Québec. Dans le cadre de cette communication, il sera donc question des raisons qui justifient l'intervention de l'État québécois dans le domaine culturel depuis l'arrivée d'Athanase David comme secrétaire de la province en 1919 jusqu'à la démission de Lapanne comme ministre des Affaires culturelles en 1964. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une longue période d'incubation qui précède la mise en œuvre des premières politiques culturelles d'ensemble qui vont être développées dans les années 70 et 80 et jusqu'à nos jours. À cette époque, l'action de l'État dans le domaine culturel, bien qu'empirique, dans sa conception, dans sa réalisation, va s'articuler autour de trois pôles. Le soutien aux acteurs, ceux qui produisent la culture, en art, en lettres, en sciences. Deuxièmement, l'encadrement de la formation en art. On pense aussi ici à l'enseignement, en particulier, dans ces domaines. Et le maintien ou la création d'institutions pour conserver et transmettre la culture. Alors qu'il s'agisse des musées, des bibliothèques publiques, du patrimoine, etc. On peut dire qu'avant 1960, il n'existe pas de politique culturelle au sens formel du terme dans le vocabulaire public. C'est pour ça qu'on pourrait parler de politique culturelle avant la lettre, ou plus largement de l'action culturelle de l'État. Alors, ces trois pôles que je viens de mentionner vont être examinés sous 4 gouvernements successifs, Taschereau, Godbout, Duplessis, Lesage. Donc, ça couvre l'ensemble de la période. Et de façon transversale, une analyse idéologique va permettre de situer cette action gouvernementale sous l'angle identitaire et dans le contexte social et politique de l'époque. Le secrétariat de la province peut être considéré comme la première structure étatique pour encadrer l'activité culturelle au Québec. Alors, ce ministère, ce département, comme on l'appelait à l'époque, va être institué en 1868 en vertu d'une loi de l'Assemblée législative. Alors, ce secrétariat va hériter des pouvoirs qui existaient déjà sous le même nom dans le gouvernement du Canada uni. En fait, sa fonction principale, c'est une fonction de chancellerie qui consiste à garder le grand sceau de la province, en plus de responsable de publication et d'archivage de lettres patentes, bref, ce genre de fonction. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que le secrétariat de la province se voit confier des pouvoirs résiduaires de l'État. Alors, je cite ici l'article 1. Il aura ensuite tous les pouvoirs, devoirs et fonctions qui pourront, de temps à autre, lui être assignés par la loi ou par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, ou qui, par un tel loi ou ordre en conseil, ne seront pas spécialement attribués à quelque autre département du gouvernement. Et c'est ça qui va générer des activités culturelles au fil des décennies par la suite. On va le voir à l'instant. Il est bon ici de rappeler les débuts modestes de l'État québécois à la fin du 19e siècle. Alors, au début de la Confédération, le rôle de l'État demeure modeste et supplétif. On est, faut-il le rappeler, dans un contexte de libéralisme économique qui accorde la primauté à l'initiative privée. Les principales attributions de l'État vont consister à développer des infrastructures, notamment les chemins de fer, ou assurer le respect de la propriété privée par l'intermédiaire du système judiciaire et financier. Toutefois, avec le temps, on observe deux phénomènes qui vont faire des pressions sur l'État
l'accroissement démographique d'une part et l'industrialisation et l'urbanisation, tant au niveau fédéral que provincial, de sorte que l'État va être amené à répondre à de nouveaux besoins. Alors, au moment où on crée le secrétariat de la province, l'État québécois, qui est très petit, ne compte que 6 ministères, qu'on appelle à l'époque départements: agriculture et travaux publics, terre de la couronne, procureur général, trésorerie, instruction publique et secrétariat de la province. Alors, les effectifs du secrétariat de la province à cette époque sont très modestes, comme vous pouvez voir. 8 fonctionnaires en 1871, 21 à la fin du siècle, en 1895. Remarquez que la fonction publique québécoise compte au total 175 personnes en 1895. Alors, on est vraiment une petite organisation. Les principaux dossiers du secrétaire de la province, outre ses fonctions de chancellerie, alors, il va s'occuper de la santé et bien-être à travers les inspections des asiles, qui relèvent des communautés religieuses, l'éducation, via les problèmes de délinquance juvénile, les écoles de réforme, d'industrie, comme on les appelait. Quant à son implication dans la culture, elle va demeurer modeste, soit directement ou via le département de l'instruction publique. Alors, quelles sont ces premières initiatives du secrétariat de la province avant 1920? Alors, vous pouvez voir, par exemple, l'achat de livres de récompense pour les élèves en fin d'année. Alors, c'était un système qui avait été instauré par P.J.O. Chauveau en 1856, alors qu'il était surintendant de l'instruction publique. Les cours du soir en art, qui sont offerts au Monument national. On donne une subvention pour ces activités. Au niveau de la musique, le prix d'Europe, qui va être créé par le gouvernement Gouin en 1911. Alors, il s'agit de la première intervention directe de l'État dans ce qu'on pourrait appeler une politique de la culture. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de conservatoire de musique et il faut que les musiciens aillent se perfectionner en Europe ou ailleurs. Enfin, du côté des archives, il n'y a pas de service d'archives, mais on commence à publier, sous l'initiative de certains secrétaires, à la fin du 19e siècle, des ouvrages relatifs à l'histoire de la Nouvelle-France, des publications qui vont servir aux historiens par la suite. Alors, on arrive à ce moment-là, en 1920, et le secrétaire de la province est sous le gouvernement Taschereau. Alors, les pressions dont je parlais tout à l'heure sur l'État québécois vont se poursuivre, de sorte que des secteurs comme la santé, le bien-être social et la formation professionnelle vont de plus en plus s'intégrer dans les activités du secrétariat de la province. Alors, parallèlement à ces missions sociales, la mission culturelle est, me semble-t-il, une des grandes réussites du secrétaire de la province entre 1920 et 1936. Et on pourrait qualifier cette situation de percée inattendue dans les affaires culturelles à une époque où la culture n'était pas un enjeu politique ni économique. Et on peut l'expliquer par la personnalité même du ministre Athanase David et par sa vision de la culture et également par la durée de son mandat, puisqu'il est là durant tout le gouvernement Taschereau de 1919 à 1936. Alors, quelle est la vision culturelle d'Athanase David? J'en ai parlé dans un ouvrage que j'ai publié aux éditions d'El Mousseau, la vision culturelle d'Athanase David, où j'ai recueilli un certain nombre de ses discours que j'ai situés dans le contexte. Je vais ici résumer l'essentiel de cette vision. Alors, David est favorable au développement d'une élite culturelle. Alors, cette élite
il va la considérer comme un complément à l'élite économique qu'il appelle aussi de tous ses voeux. Alors, il s'inscrit ici dans la foulée des L.O. David, son père, d'Hérode Bouchette, qui parlait de conquête économique pour les Canadiens français, d'Édouard Montpetit, qui va parler d'excellence, de supériorité. Bon. Alors, son approche de création d'une élite culturelle et artistique s'inscrit dans cette perspective. Son approche aussi en est une liée à ce qu'on appelle les beaux-arts. C'est un courant majoritaire à l'époque qu'on retrouve en France, puisqu'il s'inspire beaucoup de la France. Alors, il y a une référence aussi au courant des beaux-arts dans les institutions culturelles françaises de l'époque. Alors, pour David, chaque peuple doit faire une place à l'art et aux œuvres durables. Il va donner ici l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, au départ, est une société qu'on qualifie souvent de matérialiste dans ses valeurs, mais après avoir acquis la richesse économique, le pays va encourager le développement de la création culturelle chez les écrivains et les artistes, en plus de se doter d'institutions solides. Alors là, il y a toute la question de la philanthropie, du mécénat. Mais, se demande David, que faire dans les petites sociétés, comme la Société canadienne-française de l'époque, le Québec? Comment parvenir à un véritable développement culturel chez les peuples peu fortunés? Et c'est là qu'il va affirmer, par l'intervention de l'État, cet État philanthrope doit soutenir pour lui financièrement, encourager et reconnaître les artistes de talent sans pour autant soustraire la société civile à ses obligations. Il faut, d'après David, soutenir le progrès artistique et littéraire du Québec au moyen de bourses d'études en Europe, d'achat d'œuvres littéraires et artistiques par le gouvernement, ainsi que par des subventions aux organismes culturels, notamment dans le domaine musical. Et David, qui avait été un confrère de classe d'Émile Nanigan au Collège Sainte-Marie, devant l'échec apparent du poète, entrevoyait plutôt son œuvre comme annonciatrice des foisonnements à venir dans le milieu culturel québécois. Alors ici, il y a une envolée lyrique dont David a le secret et que je vous cite pour vous montrer un peu le style d'éloquence de l'époque. Verso d'or, reprends ta course. La volonté et l'énergie sont au timon, et ton équipage chante le soleil qui se lève et fait briller ta fine ciselure. Alors, Athanase David est un éternel optimiste. Il dit, on me qualifie souvent de rêveur, mais je pense qu'il a une intuition prophétique, on peut dire, quand il dit, comme par exemple, on a dit Québec attend son heure, mais au fait, Québec n'attend plus son heure, c'est maintenant l'heure du Québec, à nous de le constater et d'agir. Là, on est dans les années 30, c'est quand même. Il lançait une bouteille à la mer, peut-être pour l'avenir. Une autre citation dans la même ordre, en 1934, « Nous sommes à la période des ailes qui s'ouvrent. Comptons que le jour où, fatigués, nous devrons nous retirer, la génération qui nous succédera ne permettra jamais qu'elle se ferme. » Alors voilà un peu alors ici, vous avez dans le tableau 1, ce qui est en rouge, c'est les nouvelles initiatives du secrétariat de la province sous Athanase David. Il faut remarquer que les deux premiers items, encouragement à la littérature et prix d'Europe, existaient avant lui. Alors, ce qu'il fait ajouter dans le programme du gouvernement, c'est 15 bourses d'Europe, le prix David, on va y revenir en détail un peu tout ça, la constitution d'une collection d'art canadien pour le musée de la province, la création de 2 écoles de beaux-arts, les institutions de conservation du patrimoine, alors l'archiviste de la province, la loi du patrimoine, la commission des monuments historiques, le musée de la province.
et finalement les subventions à différents organismes comme l'ACFAS, l'Institut scientifique franco-canadien, la Maison des étudiants canadiens à Paris, le Monument national, etc. Alors, dans les autres tableaux qui vont suivre, à chaque fois qu'il y aura des éléments en rouge, ça veut dire que le nouveau gouvernement qui succède a rajouté ces initiatives-là à celles qui existaient. Alors, si on reprend chacune de ces éléments-là, les bourses d'Europe. Alors, c'est 15 bourses de 1200 $ par année, pour se situer dans le contexte de l'époque pour la valeur de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut dire sur les séjours en Europe avant cette politique? C'est une longue tradition qui remonte même au régime français où les artisans, les artistes allaient se perfectionner en France et quelques individus privilégiés à une époque où il n'y avait pas ici d'enseignement ni de base ni supérieur en art ou en littérature. Alors, au cours des 18e et 19e siècles, c'est l'initiative privée qui prévalait, à savoir, par exemple, on finançait une bourse par le clergé, par les familles qui se cotisaient pour envoyer quelqu'un en Europe. Alors, la première intervention au début du 20e siècle, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la création du prix d'Europe par le gouvernement Gouin en 1911. C'est une bourse annuelle, mais qui va être accordée uniquement aux musiciens pour qu'ils aillent se perfectionner en Europe. Alors, le succès de cette bourse montrait en même temps la nécessité d'en ajouter d'autres pour s'inscrire, je dirais, dans la vision culturelle de David, de former une élite. Dans les autres secteurs, alors les secteurs en question, c'est bien sûr les arts, la littérature, les sciences humaines, mais aussi la médecine et les sciences. Il y a beaucoup de médecins qui vont aller, avant la Deuxième Guerre mondiale, se perfectionner en France. Alors, d'où l'adoption de la loi des bourses d'Europe en 1920, qui va être, ça c'est à la toute fin du gouvernement Gouin, et qui va être bonifié par David à 15 bourses en 22. Alors, l'impact de ces bourses d'Europe au cours de toute cette période 2036 est quand même assez importante. J'ai donné ici quelques chiffres, 750 000 $ pour l'ensemble des bourses d'Europe, tant les prix pour les musiciens que pour les autres. Donc, c'est un montant respectable. Et de ces 745 boursiers qui ont été trouvés, dénombrés, la France en a accueilli 276, l'Europe, autre que la France, 54, les États-Unis, parce qu'on va élargir aux États-Unis, surtout dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, où la France était fermée à ses études, 236, et il y en a 179 qui ne sont pas spécifiés. Alors, vous avez ici la Maison des étudiants à Paris, qui était inaugurée en 1926 et qui a été subventionnée à chaque année par le gouvernement Taschereau. Ça va continuer après, même sous Duplessis. C'est le seul gouvernement au Canada qui va subventionner cette résidence qui avait été construite avec l'aide du sénateur Joseph Marcelin Wilson, qui était un mécène d'origine canadienne-française. Le prix David, qui est créé en 1922, dans sa vision culturelle du Québec, David met l'accent sur l'interaction entre le présent, le passé et l'avenir, et précise que pour la littérature, les conditions ne sont pas encore les plus favorables au développement du talent littéraire. Il a conscience de la fragilité des institutions littéraires et scientifiques de son époque, et c'est pour ça que il va mentionner par exemple que depuis toujours, les gouvernements québécois ont acheté des livres des auteurs pour les encourager, mais aussi la loi de 1922 créant le prix de 5 000 $ va permettre
de favoriser une consolidation de l'institution littéraire et scientifique au Québec. Alors, au cours de ces années, nombre d'écrivains et de scientifiques vont être honorés. Et rappelons ici que le prix d'Agile est l'ancêtre des prix du Québec qui vont s'élargir dans les années 60 et par la suite. Parmi les autres mesures, constitution d'une collection d'art canadien pour le musée de la province. Ça, c'est pas tellement connu. Laurier-Lacroix dans les cahiers d'exercice quelques années précédentes, fait une analyse de ces acquisitions. Il y a un comité qui a été formé dès les années 20, alors que le musée n'est même pas construit, pour acquérir des œuvres d'art pour la collection du futur musée. Alors, au départ, comme il le montre, c'était dans une perspective assez moderne, et par la suite, on va un peu dériver vers une approche plus ruraliste, traditionnelle des acquisitions. La création des écoles de beaux-arts de Montréal et de Québec, 1922-23. Alors, la première école des beaux-arts, celle de Québec, va ouvrir ses portes en 22, et on fait appel à des Français pour ces écoles. Jean Bailleul va assumer la direction de l'école de Québec, alors qu'à Montréal, on va faire appel à Emmanuel Fougerat, qui était le directeur fondateur de l'école régionale des beaux-arts de Nantes. Alors, on va le charger de développer ici un modèle d'école des beaux-arts sur celle de Paris et de Nantes. Et par la suite, Charles Maillard, qui est peut-être plus connu, va remplacer Fougerat et va demeurer en poste pendant 20 ans jusqu'à sa démission en 1945. Alors, le but poursuivi par ces deux écoles de beaux-arts est rappelé par Charles Maillard dans un écrit où il distingue différents niveaux, si on veut, de formation et d'accomplissement. Alors, l'erreur est de ne pas considérer l'œuvre dans son ensemble. D'une part, elle forme des architectes, des professeurs de dessin, pour la multitude des enfants de nos écoles, des dessinateurs, décorateurs, pour l'industrie et le commerce, et enfin, des peintres et des sculpteurs. Et pour lui, seuls les meilleurs, ceux qui sont les plus doués, vont faire ce qu'il appelle œuvre noble, c'est-à-dire une œuvre plus créatrice. Alors, à cette conception étagée, je dirais, de Maillard, s'ajoute celle de David, qui dit que nos écoles sont donc canadiennes et font œuvre canadienne en travaillant au mouvement artistique canadien. Alors, c'est l'idée de créer, ne pas copier la France au niveau de l'inspiration, même si on s'en inspire au niveau technique, mais de créer des perspectives canadiennes, en l'occurrence québécoises, liées à la société où ça se développe. Alors, c'est une époque où l'académisme, on domine les deux écoles des beaux-arts jusqu'à l'époque de Refus global, publié en 1948. Alors, vous avez ici les écoles de beaux-arts de Québec. Cette école est démolie aujourd'hui, et le directeur qui est au centre, Bailleul, qui donne un cours de sculpture devant ses étudiants. De la même façon, l'école des beaux-arts de Montréal, vous reconnaissez sans doute cet immeuble sur la rue Saint-Urbain, près de Sherbrooke, qui n'est plus l'école des beaux-arts, mais qui était la première école des beaux-arts sous attelage d'Agile. Sur la question de l'histoire et du patrimoine, on va créer le service des archives en 1920 et on va engager Pierre-Georges Roy comme premier archiviste de la province. Alors, tout était à faire dans ce domaine parce qu'il n'existait pas à l'époque de service pour les historiens et pour conserver ce patrimoine documentaire. Alors, on va publier, par exemple, le rapport archiviste de la province de Québec sur une base annuelle à partir des années 20.
Un domaine connexe, celui de la protection du patrimoine. La loi de 1922 va créer la commission des monuments historiques. C'est inspiré d'une loi française de 1913. Vous voyez, il y a toujours un lien avec la France dans les modèles qu'on veut développer ou dans les personnalités qu'on veut inviter pour développer des institutions. Alors, il y a une commission des monuments historiques qui est formée de 6 membres et elle va entreprendre une œuvre de sensibilisation du public au patrimoine par des publications, des monographies, par exemple, sur les églises, des monographies sur les maisons du Québec, l'île d'Orléans, etc. On va procéder au premier classement en 1929, le Château Ramsay, l'école, la maison des Jésuites à Sillery, l'église Notre-Dame des Victoires à Québec. Et dans les années 30, là, il y a vraiment une paralysie qui s'amorce à cause de la crise, un manque de leadership. Alors, la petite remarque en passant, les objets d'art qui devaient aussi être inventoriés dans la loi ne seront considérés qu'à partir de 1937, au moment où Gérard Morissette va amorcer son inventaire des œuvres d'art. Le musée de la province, alors la loi est déjà en place en 1922. Alors David voyait grand à l'époque, il voulait faire un musée à Québec, un musée à Montréal, sur l'histoire, les sciences, les beaux-arts. Bon, son objectif c'était de former la jeunesse et aider aussi les écrivains et les artistes. Il voulait aussi que les créateurs puissent bénéficier des futures collections du musée comme des références documentaires et aussi que le musée serve d'espace d'exposition des œuvres produites. Alors, il y aura un long délai avant la construction dans les années 1928-31 et une ouverture seulement en 1933, en plein milieu de la période de crise. Les buts du nouveau musée, selon David, étaient la conservation, la diffusion, la recherche, l'éducation, la promotion de l'identité culturelle du Canada français. Et il y a toujours chez lui cet objectif, ce but de promouvoir un idéal de beauté et en même temps de faire la promotion de l'art canadien auprès de la population. Alors c'est Pierre-Georges Roy qui va être le premier directeur de ce musée après le décès de Simard, qui était le sous-secrétaire de la province, qui devait, en principe, prendre en charge le musée, et qui est décédé entre-temps. Alors, vous avez ici des personnages autour de David et Pierre-Georges Roy au moment de l'inauguration du musée en 1933 sur les plaines d'Abraham. Les subventions à différents organismes. Alors, il y a une tradition d'aide financière qui se développe sous Athanase David. On va accroître l'encouragement à la littérature et aux beaux-arts par l'achat de livres d'auteurs québécois. On va faire, comme je disais tout à l'heure, on va accorder des subventions à la CFAS, à l'Institut scientifique franco-canadien, qui va faire des échanges de professeurs français qui viennent dans les universités du Québec. Et moins des Québécois qui vont en France à l'époque. On subventionne le Monument national et le Conservatoire de la Salle, qui est une école privée d'élocution et d'art dramatique. Il n'y a pas d'enseignement public encore dans les arts de la scène. Quel bilan financier faire sous Athanase David? Ici, j'ai quelques chiffres qui vous donnent des ordres de grandeur sur le budget du secrétariat de la province. Alors, vous voyez qu'au moment où il arrive, il y a 21 000, le budget est de 21 000 $ à peu près. Il monte à 312 000 en 1930 pour rebaisser à 173 000 en période de la crise par la suite. Alors, observez les postes budgétaires les plus importants. Les 2 écoles de beaux-arts, près d'1 million, durant toute cette période, là, 1919-36. Les bourses d'Europe, quelques 660 000. Les achats de livres, 600 000 aussi.
les archives du musée de la province 372, bon, après ça, les prix d'Europe, l'aide au monument national, le prix David, la maison des étudiants à Paris et le conservatoire privé de musée. Alors, le bilan financier, pour l'ensemble du gouvernement Taschereau, j'ai colligé ces chiffres-là à partir des comptes publics, parce qu'il n'y a pas de source fiable, me semble-t-il. Alors, le secrétariat de la province, au cours de cette période, c'est quand même 2 900 000 consacrés dans le domaine de la culture. La construction du musée et son aménagement par les travaux publics, c'est 1,2 million. La construction de l'École de Beaux-Arts de Montréal, 355 000. L'émission L'Heure provinciale, qui était une émission d'information de culture, 180 000. Donc, on arrive quand même à 4,6 millions pour le domaine culturel à l'époque du gouvernement Taschereau. Alors, le bilan sommaire de son action, on peut dire que l'arrivée de David marque un saut qualitatif et quantitatif par rapport à ce qui existait auparavant. Jusque-là, c'était de maigres subventions. Et pourquoi, comment peut-on expliquer ce changement, ce tournant? D'abord que la conjoncture politico-économique de l'époque et les ressources du gouvernement provincial ont été augmentées. Les revenus de l'État québécois vont provenir des droits tirés de l'exploitation des richesses naturelles, de nouvelles taxes et aussi des bénéfices générés par la Commission des liqueurs qui est créée en 1921. Donc tout ça permet de mettre de l'argent dans la culture et dans d'autres domaines. Et aussi, évidemment, au-delà de ça, la vision personnelle de David dans la culture est importante, même si c'est peu rentable au niveau électoral. Alors, les priorités culturelles de David sont aussi intimement liées à l'éducation. C'est important de le mentionner. Pour lui, il faut former des jeunes artistes, des artisans dans les disciplines des beaux-arts et aussi dans les autres domaines que je mentionnais tout à l'heure, les lettres, les sciences sociales, la médecine. On peut dire que David, au fond, avait une perception élitiste de la culture, qui était un phénomène courant à l'époque, mais sans cette vision, sans doute que bien des initiatives n'auraient pas été démarrées à l'époque. Le premier gouvernement de l'Union nationale, je vais passer vite parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, sous le secrétaire de la province, alors dirigé par Albini Paquette, qui est en même temps ministre de la Santé. Il met peu de temps, il accorde peu de temps aux arts et à la culture, mais il ne remet pas en cause les législations de David. Alors, on va, par exemple, officialiser la création légale de l'École du Meuble en 1937, et Jean-Marie Gauvreau, qui avait fondé cette école, va continuer d'en être le directeur. On amorce l'inventaire des œuvres d'art de Mauricide, dont je parlais tout à l'heure, à partir de 1937. On va aussi faire une enquête terrain par Gauvreau sur l'artisanat traditionnel au Québec, dans le cadre de l'inventaire des ressources culturelles des comtés du Québec, qui est amorcé sous la direction de Thérèse Mainville. Mais il faut souligner qu'aucune nouvelle institution culturelle va être créée sous le premier gouvernement de l'Union nationale. Arrive maintenant retour au pouvoir des libéraux, et quelle est l'action du secrétariat de la province sous la direction du ministre Hector Perrier, de 40 à 44. Alors, c'est un personnage qui est moins connu que David, mais qui est important parce que, au fond, Perrier va poursuivre l'action culturelle amorcée par David. C'était des gens qui se connaissaient bien, qui partageaient à peu près les mêmes visions de la culture.
Mais son dossier principal va être l'instruction obligatoire que le gouvernement Godbout va, sur laquelle il va légiférer durant cette période. Je fais un petit détour par l'éducation parce que c'est important pour l'époque. Alors, vous savez on s'était toujours opposé à la création d'un ministère de l'instruction publique pour ne pas copier la France et on craignait des influences maçonniques, la laïcité et tout ça. Et l'encyclique de Pie XI sur l'éducation chrétienne de la jeunesse va dire que l'État a le droit de s'intéresser à l'éducation pour les citoyens. Alors à ce moment-là, l'argument de ceux qui s'opposaient va tomber et Perrier, en habile politicien, va se concilier, le cardinal Villeneuve, pour amener une majorité d'évêques du comité catholique du Conseil de l'instruction publique d'appuyer un projet de loi sur l'instruction obligatoire que le gouvernement va finalement voter en 1943. Alors, vous avez ici ce que je vais expliquer à l'instant, les nouvelles initiatives dans le domaine plus culturel comme tel, le Conservatoire de musique de la province, l'École des arts graphiques et l'achat de bibliothèque Saint-Sulpice. Sur le Conservatoire de musique de la province, en créé en 1942, c'était un vieux projet que David avait caressé à son époque, mais à cause du fait que le milieu musical était divisé sur le sujet, il y avait des intérêts divergents, on n'avait pas pu procéder à faire l'équivalent des écoles de beaux-arts pour la musique. Mais on constatait de plus en plus qu'il y avait une absence de coordination dans l'enseignement musical au Québec qui se développait de façon anarchique via les communautés religieuses, les couvents et tout. Et on a commencé à réclamer plus directement l'intervention de l'État. Claude Champagne, par exemple, qui est directeur musical bien connu, va se charger de faire une enquête sur le domaine. Et finalement, Perrier va faire adopter la loi créant le Conservatoire de musique de la province de Québec en 1942 et va nommer Wilfrid Pelletier, comme premier directeur du Conservatoire. Alors là aussi, comme dans le cas de l'École de Beaux-Arts, c'est le modèle français qui est utilisé, de sorte que le Conservatoire de musique va être une institution unique en Amérique du Nord, qui est basée sur 3 grandes caractéristiques: la gratuité des cours, la mixité des élèves et la laïcité des orientations institutionnelles. C'est quand même assez spécial pour l'époque où on est en pleine structure religieuse pour le reste de l'enseignement. On remarque donc que le clergé n'a pas été associé ni dans le cas de la musique, ni dans le cas des beaux-arts, à la création de ces institutions, mais une collaboration va quand même s'établir. Alors, vous avez ici l'équipe du Conservatoire à ses débuts, Wilfrid Pelletier, le directeur, Claude Champagne, directeur adjoint, Claire Bissonnette, secrétaire, et vous avez Jean Vallerand, secrétaire du Conservatoire debout en arrière. Et dans d'autres photos, un concert qui est donné à l'époque Perrier, où on aperçoit Perrier entre la poignée de main des deux personnages qui sont à l'avant. Sur l'achat de la bibliothèque Saint-Sulpice en 1942, alors c'est un autre dossier qui traînait à longueur. Les Sulpiciens avaient fondé cette bibliothèque de la rue Saint-Denis en 1915 et elle avait été fermée au public en 1931 à cause des problèmes financiers de cette communauté dans la foulée de la crise économique. Pourtant, cette bibliothèque-là avait une solide réputation d'institution de référence, notamment en histoire du Canada. Alors le gouvernement Godbout va acheter la bibliothèque en 1941 et Perrier va relancer l'institution qui va se réouvrir en 1944. Alors c'est, rappelons-le, l'ancêtre de la Bibliothèque nationale du Québec, créée en 1968.
Et on arrive au deuxième gouvernement du Duplessis. Commencé dans le domaine, traditionnellement, le domaine de la culture et celui de l'instruction publique ont toujours relevé du secrétariat de la province. Et ce secrétariat a été une espèce d'incubateur de nouveaux ministères, d'où vont sortir, par exemple, le ministère de la Santé en 1936, le ministère du Bien-être social en 1941, de la Jeunesse en 1946. Alors, Paul Sauvé va être nommé ministre de la Jeunesse et du Bien-être social en 1946, et ce nouveau ministère s'inscrit dans le contexte économique d'après-guerre où on a besoin d'une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée au niveau professionnel et technique. Alors, la création de ce nouveau ministère, qui était aussi assez unique là, dans le contexte nord-américain, va marquer un tournant décisif dans le partage des responsabilités entre ce ministère et le secrétariat de la province, qui est alors sous la direction de Omer Côté. Alors, si vous regardez rapidement les responsabilités qui se sont scindées en deux, du côté du ministère de la Jeunesse et du Bien-être social, l'enseignement, les écoles ou l'enseignement d'enseignement professionnel qu'on va créer sous l'Union nationale, l'aide aux écoles techniques ou professionnelles, on va donner des bourses notamment, on va faciliter l'établissement des jeunes, on va transférer du secrétariat vers ce ministère toutes les bourses d'Europe à l'étranger et aux États-Unis. Et il y a aussi la question du bien-être social qui est quand même assez embryonnaire à l'époque, qui relève de ce ministère. Alors, le secrétariat de la province quand même conserve d'importantes attributions. Alors, il est responsable via le ministre du département de l'instruction publique, même si c'est plus formel que direct en termes d'administration. Il a les grandes écoles des beaux-arts, des conservatoires, l'école polytechnique, HEC. Il donne des subventions aux universités, au cégep, pas au cégep, au collège classique, les écoles du soir, les écoles ménagères et, bon, toutes les mesures dans le domaine de la culture qui ont été amorcées sous David. Le musée, les archives, les monuments historiques, les œuvres d'art, les bibliothèques, etc. Alors, vous avez ici les personnages en question. À gauche, le ministre Côté, secrétaire de la province de 44 à 56. Paul Sauvé, qui est ministre de la Jeunesse, et ici, il est en visite à l'école de papeterie de Trois-Rivières, et une caricature de la Palme où on montre que Duplessis va piger dans les pas du secrétariat de la province pour le donner plutôt au nouveau ministère. Ça avait été critiqué à l'époque, la création de ce ministère qui ne faisait pas l'unanimité parce qu'on scindait, au fond, l'éducation dans deux ministères différents. Le secrétaire de la province et l'instruction publique sous Omer Côté. Alors, il va être responsable, ce ministère, essentiellement au niveau du financement du réseau scolaire par l'État et incluant les emprunts dans les commissions scolaires. Parce que, rappelons-le, le contenu des programmes demeure sous le contrôle des évêques. Et dans la philosophie de l'éducation de l'époque, on considérait que c'était les parents et l'Église qui avaient le droit de regard sur le contenu de l'éducation, et l'État devait agir en appui à ces responsabilités premières de l'Église et des parents. Alors, Desaulniers, qui va être surintendant de 48 à 64, va jouer un rôle d'intermédiaire entre ce comité catholique et le ministre Côté. On voit ici un avenir du ministre. Et on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Alors, regardez la prochaine. C'est une séance du comité catholique, du Conseil de l'instruction publique dans les années 50. Alors, le surintendant Desaulniers présente un rapport au comité. Alors, tous les évêques sont à gauche, y compris le cardinal Léger, le cardinal Leroy, et de l'autre côté, les laïcs sont souvent des juges et des personnes très respectables. Il n'y a pas de pédagogues, je pense, qui sont nommés à ce moment-là. Alors, pourquoi insister rapidement sur
la question d'éducation dans l'analyse des politiques culturelles, parce que dans la perspective de Duplessis et de l'Union nationale, on ne saurait séparer éducation et culture. Alors cette position de principe va être affirmée lors des conflits avec le gouvernement fédéral pour le financement des universités des arts au moment où on crée et on rend public par la suite le rapport de la commission Massé-Lévesque sur les arts, les lettres et les sciences au Canada en 1951. En ce qui concerne le domaine des affaires culturelles, si on peut les appeler ainsi, ce n'est pas pour l'Union nationale un enjeu électoral majeur à l'époque, et le discours, j'ai regardé le programme du parti, est peu explicite. Alors, le gouvernement Duplessis va hériter évidemment des institutions créées avant, n'en créera pas beaucoup de nouvelles, mais dans sa publicité, on fait plutôt mention des progrès en éducation. Un personnage clé à cette époque, c'est Jean Bruchézy, qui est sous-secrétaire de la province, équivalent d'un sous-ministre, et il va jouer un rôle très important dans le secteur culturel durant toutes ces années, de 37 jusqu'à 59. Il va survivre à différents ministres et gouvernements différents. Alors, Bruchézy va développer un vaste réseau dans le milieu littéraire et artistique, et il va proposer à son ministre, au d'un côté, l'attribution de petites subventions du secrétaire de la province aux multiples organismes culturels et individus qui sollicitent sans cesse de l'aide. Évidemment, Duplessis se réserve toujours le droit d'intervenir dans les affaires du ministère au besoin, et il ne s'en prive pas. Alors, ici, on reçoit Jean Bruchézy, secrétaire de la province, en bas avec Gratien Gélinas et Ringuet, romancier bien connu de l'époque. Toujours dans le gouvernement de Duplessis, l'enseignement des beaux-arts. Alors, le gouvernement de Duplessis innove peu dans le domaine des affaires culturelles au cours de son mandat, sauf dans 4 secteurs, je dirais. Le théâtre, le financement des écoles de beaux-arts, la législation sur le patrimoine et l'artisanat. Alors, je vais les reprendre rapidement, chacun de ces éléments. Sur l'enseignement des beaux-arts, il n'y a aucune nouvelle mesure législative qui est mise de l'avant, mais l'important, c'est d'observer les budgets croissants qui vont pour le fonctionnement et le développement des écoles de beaux-arts de Montréal et de Québec. Alors, il faut dire que le nombre d'étudiants à l'époque augmente par rapport à ce qu'il était dans les années 20. Si on regarde, les 2 écoles comptaient 767 élèves en 1944, et on passe en 56 à 1728 et plus de 2000 en 59. Alors, de nouveaux locaux, évidemment, s'imposent compte tenu de l'afflux de ces nouveaux étudiants. On va ajouter un pavillon au Québec et on va construire une nouvelle école des beaux-arts rue Sherbrooke à Montréal. Le secrétariat va aussi encourager les concours artistiques de la province qui avaient été créés par Perrier mais qui vont être poursuivis par le gouvernement du Plessis. C'est un prix de 4 000 $ par année. Toujours dans le domaine du théâtre, mais cette fois dans l'enseignement de l'art dramatique. Ici, un petit rappel sur l'évolution du théâtre à l'époque. Dans leur ouvrage sur l'histoire du théâtre québécois, Greffard et Sabourin considèrent que le père Legault et ses compagnons du Saint-Laurent et Gratien Gélinas avec sa pièce Ticotte sont les 2 éléments fondateurs du théâtre québécois. Même si ce sont 2 actions complètement divergentes, c'est à partir de ces 2 bases que le théâtre québécois va se développer. Dans les années 50, on assiste à une multiplication des nouvelles troupes de théâtre professionnelles, principalement à Montréal. Vous avez ici la liste. Mais le gouvernement du Plessis n'intervient pas pour soutenir ces troupes
qui éprouvent des difficultés financières et des problèmes de disponibilité de salles. Cependant, un changement de cap s'opère en 1957, alors que Duplessis annonce la naissance de la Comédie canadienne en présence de son fondateur, Gracien Gélinas. Alors, Duplessis va appuyer financièrement, et de façon assez généreuse, le projet de Gélinas qui veut créer un théâtre national pour le Québec. C'était un vieux projet là, qui circulait depuis plusieurs années. Alors, il va accorder une subvention sur 5 ans de 185 000 $ pour assurer le fonctionnement du nouveau théâtre que Gélinas avait acquis à la suite d'un don de la brasserie d'art. C'est l'ancien théâtre Radio Cité. Alors, il y a des liens très cordiaux, j'ai des lettres en appui entre Gélinas et Duplessis. Et Duplessis va assister notamment à la 100e présentation de Scott au Jésus en 1949. Vous pouvez voir dans l'assistance, Michel Monroe est là, à l'extrême gauche, Monsieur Charbonneau, le maire de Montréal, et d'autres invités. Le théâtre et l'enseignement de l'art dramatique, on poursuit là-dessus. Depuis la fondation en 1908, du Conservatoire La Salle, qui est une institution privée, le gouvernement Gouin avait accordé une subvention annuelle pour l'aider à développer cette institution. Alors, on y donnait des cours d'élocution et des cours d'art dramatique. Alors, les premiers comédiens québécois ont été à cette école. La loi de Godbout, qui instituait le Conservatoire de musique et d'art dramatique en 1942, avait prévu un secteur d'art dramatique, mais il n'a pas été créé à l'époque. C'est donc sous le gouvernement Duplessis que ce volet d'art dramatique s'ajoute en 1954 sous les instances de Wilfrid Pelletier, qui intervient à ce sujet auprès du premier ministre Duplessis. Le programme va être offert en 1955 à Montréal et quelques années plus tard à Québec. Comme à l'époque de David, on fait appel à des professeurs français pour le démarrage de l'institution. Alors, Jean Doha, qui est un comédien français, va être le premier directeur du conservatoire et il sera remplacé par un autre français, Jean Valcourt, par la suite, après 1957. Sur le patrimoine, alors, il y avait, vous vous souvenez, la loi de 1922 qui s'en tenait aux bonnes intentions des propriétaires et qui pouvaient refuser le classement d'un bien culturel par la Commission des monuments historiques. Ils pouvaient le vendre, le démolir. Bref, c'était une loi qui n'avait pas de dents. Après la Seconde Guerre mondiale, il commence à y avoir des pressions, une sensibilisation dans le public pour préserver davantage le patrimoine, notamment les démolitions qui avaient lieu ou des mauvaises constructions dans le Vieux-Québec. Alors, Paul Gouin, qui joue un rôle important comme futur président de la Commission des monuments historiques, va être très actif dans le milieu et va persuader Duplessis de modifier la loi des monuments historiques. Alors, en 1952, on va donc ajouter à la loi qu'on peut acquérir de gré à gré des immeubles classés pour leur valeur patrimoniale. Alors, ça n'a pas changé énormément de choses, sauf que le budget du ministère, de la commission, pardon, passe de 5 000 en 1952 à 48 000 l'année suivante. Donc, un élan important. Et la loi de 1956, qui est beaucoup plus importante, ajoute un pouvoir d'expropriation. Alors, l'impact, et là on voit déjà s'amorcer ce qui va arriver par la suite, l'acquisition de la maison Chevalier dans le Vieux-Québec, prôné par Gérard Morissette, va amorcer en somme le chantier, le vaste chantier de restauration de la place royale qui va se développer au cours des années 60 et 70. Alors la commission, par ailleurs, voit ses moyens s'accroître, son budget double, il passe de 52 000 en 1956 à 111 000 l'année suivante. Et toujours dans le domaine du patrimoine, l'inventaire des œuvres d'art dont je parlais tout à l'heure s'amorce avec Gérard Morissette en 1937 et va être financé par le gouvernement provincial.
l'artisanat et les métiers d'art, alors on aurait pu croire qu'avec la société de consommation de masse et l'urbanisation, les arts domestiques, comme on les appelait autrefois, étaient appelés à disparaître. C'était lié notamment au textile artisanal. On va plutôt assister un élargissement, une transformation de ces pratiques, et en 1945, on met sur pied un office de l'artisanat et de la petite industrie, non pas sous l'égide du secrétariat de la province, mais sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, et Jean-Marie Gauvreau va être nommé président de cet organisme. Au cours des années 50, les pratiques artisanales se multiplient. Là, on ajoute au tissage la sculpture sur bois, la céramique, les émaux, etc. De sorte qu'on évolue progressivement vers les métiers d'art, les arts décoratifs, et on crée la centrale de l'artisanat à Montréal en 1950, dont Jean-Marie Gauvreau va être le premier directeur. Oui. Alors, je me dépêche. Trois grands artisans du patrimoine à l'époque, Gérard Morissette, Paul Gouin et Jean-Marie Gauvreau. Alors, ici, vous avez vu tout à l'heure les ajouts, c'est l'art dramatique, les codes du meuble et la loi du patrimoine. Je passe vite là-dessus parce que le temps passe. Ici, j'ai fait un graphique qui est assez intéressant sur l'évolution des dépenses du secrétaire de la province jusqu'à 60. Alors, ce qui grimpe au fond en termes de dollars constants pour 60, donc compte tenu de l'inflation, c'est l'école des beaux-arts, les conservatoires. Et de façon comme un peu moins plus bas, la troisième, les monuments historiques. Alors que Bibliothèque Saint-Sulpice, Musée provincial et autres archives provinciales stagnent. Bon, je vais passer sur Duplessis, la culture. On sait que c'est un produit d'éco-classique. Il aimait la peinture, l'opéra. Il s'entourait de certaines personnes qu'il aimait, mais il procédait de façon empirique, par coup de cœur, et espérait de la reconnaissance en retour des bienfaits accordés. Alors, avec Richard Béraud et le compositeur André Mathieu. Donc, je vais aller très vite ici, simplement pour dire qu'il faut distinguer, pour cette période du Duplessis, entre le financement accordé au développement des institutions culturelles publiques, qui s'accroît, notamment dans les domaines que j'ai parlé, et de l'encouragement aux arts et aux lettres, qui est variable et qui est très lié à l'arbitraire des décisions politiques. On arrive à la dernière période, j'allais très vite, deux destins parallèles, David et Lapalme. Alors, j'ai trouvé à 30 ans de distance deux citations qui méritent, je pense, que je vous les lise rapidement, parce qu'elles sont parallèles, justement. Alors, David écrit en 1934, « Ceux-là qui viennent et qui iront dans l'histoire de nos inquiétudes d'hier, nos anxiétés d'aujourd'hui, répétant notre geste devant les ancêtres, s'inclineront devant ce que nous serons pour eux, des pionniers, des précurseurs. » Lapalme, en 1964, « Nous sommes des pionniers dans ce domaine de la culture. Et je suis persuadé que ceux qui viendront après nous auront des budgets que nous tentons d'obtenir aujourd'hui. J'espère qu'ils auront un peu de reconnaissance pour les pionniers de 1961, 72, 64. L'histoire se répète, comme on dit souvent. Alors, Lapalme va être le premier, je dirais, à élaborer une politique culturelle alors qu'il démissionne du Parti libéral pour rédiger son fameux document pour une politique qui va être le véritable programme de la Révolution tranquille. C'est en fait, cette réflexion, une synthèse entre l'homme de culture qu'il a toujours été, j'en parle dans l'article que j'ai consacré à Lapalme dans les 10, depuis tout le début de sa carrière, et
l'action politique de l'homme d'État. Et aussi, il faut bien comprendre que la PAN se situe dans la foulée de la commission Massé et surtout de la commission Tremblay qui avait avancé différentes solutions pour le développement de la culture québécoise. Alors, pour la commission Tremblay, la culture canadienne-française n'a qu'un seul véritable foyer, la province de Québec, et que le Canada ne saurait se concevoir sans la coexistence de deux cultures distinctes, l'idée des deux nations, le Québec et du Canada anglais. Et ce qui est nouveau pour la PAN, c'est une politique de la langue qui s'impose comme pierre angulaire de la rénovation culturelle au Québec. Alors jusqu'ici, la langue n'est pas prise en cause dans les politiques précédentes. Et il remarque que les arts et les lettres sont les parents pauvres de la politique provinciale et il faut que l'État y apporte son soutien pour qu'on crée notamment une dramaturgie québécoise qui est absente. Et il va, à la toute fin des années 50, amorcer l'idée de la création d'un ministère des Affaires culturelles. Alors, c'est une idée nouvelle parce que dans le programme libéral, on parlait plutôt d'un conseil provincial des arts sous le modèle du Conseil des arts du Canada, le modèle britannique en fait, mais avec l'arrivée de Gaulle et du ministère des Affaires culturelles sous Malraux, le modèle français va s'éteindre au Québec. Là, c'est la première explication, l'influence française. La deuxième explication, c'est lié à la question nationale. Pour lui, la culture est considérée comme une manière d'être, de penser et d'agir. Alors, c'est la perspective anthropologique là, qui se développe. Et dans l'esprit de la PAN, un ministère aurait une plus grande cohérence s'il s'occupait de questions culturelles au sens large, plutôt que d'un ministère, d'un conseil des arts qui s'occuperait uniquement des lettres et des arts. Alors, on pourrait y ajouter la langue, le patrimoine, l'urbanisme, l'intégration des immigrants et les minorités francophones hors Québec. Rien de moins. Donc, c'est une vision englobante de la culture et, encore une fois, là aussi, il y a un lien avec les précédents ministres, le rôle de l'éducation pour la PAN est fondamental. Jean-Charles Falardeau, à la même époque, avait dit la même chose, qu'il faut lier éducation et culture. Alors, quand on crée, quand on rend public le programme du Parti libéral, l'article 1 du programme, comme vous le savez, c'est la création du ministère des Affaires culturelles avec ces organismes dont je vais parler un petit peu plus loin, si j'ai encore le temps. Alors, bon, 5 minutes. Le budget du ministère est très modeste, comme vous savez, remarquez qu'en 61, 3,1 millions, moitié moins que la chasse et pêche. En 64, 5 millions, la PAN en demandait 10, et le ministère de la Jeunesse en avait 259 à l'époque. Et la PAN va devoir se battre, comme vous le savez, contre les lenteurs de l'appareil gouvernemental et le Conseil du Trésor qui bloque les crédits qui lui sont quand même alloués. Alors, vous voyez en rouge toutes les nouvelles structures, les nouvelles initiatives qui sont créées par le ministère des Affaires culturelles, Direction générale des arts et des lettres, Office de la langue française, Service du Canada français d'outre-frontières. Les minorités françaises, dans la perspective de GROU, sont encore très importantes. Délégation du Québec à Paris au niveau culturel, Conseil provincial des arts. Et remarquez que plus bas, on garde le conservatoire, mais on envoie les écoles de beaux-arts au ministère de la Jeunesse, qui deviendra l'éducation. Et on hérite de toutes les institutions créées sous le secrétariat de la province. Bon, on sait que la PAM a eu des relations importantes, a développé des relations importantes avec la France et qu'il était un peu à l'origine de la délégation du Québec à Paris. Il démissionne en 64 parce qu'il, pour diverses raisons, notamment
le blocage du Conseil, avec le Conseil de la Trésorerie. Il n'a pas pu, au fond, mettre en œuvre rapidement tous les services qu'il souhaitait avec les ressources humaines qui étaient nécessaires. Alors, il enviait, dans ses mémoires, Gérard Lajoie, qui, lui, disposait d'énormes budgets, alors que lui, Frégault, était obligé de se battre à tous les instants pour obtenir des autorisations. Alors, le fameux André Dolbeck, certains ont peut-être entendu parler, vous voyez sa photo, qui était un empêcheur de tourner en rond et qui ajoutait des jugements de son cru sur la qualité des œuvres achetées. Il disait, par exemple, la panne qui voulait acheter un tableau de Riopelle était une horreur. Et que sa femme était capable de faire des peintures abstraites aussi bien que certains artistes. Alors, on est dans la révolution tranquille. Là. La réunion a été automatiquement prolongée. Merci. On m'a entendu. Alors, oui, alors... Si on va avoir des questions. Oui, alors, je pense là-dessus... je passe aux conclusions générales. Je pense que c'est, bon, la panne Frégault, la panne défenseur de la langue française, et les conclusions. Et vous avez à la fin la liste de publications qui servent de base à mon article, alors vous pourrez éventuellement les consulter. L'action culturelle de l'État québécois est une constante depuis 1867. Il a connu deux tournants décisifs, les années 20 sous Athanase David et le début des années 60 sous Georges-Émile Lapin. La création d'institutions publiques, culturelles publiques au Québec s'inscrit dans une stratégie d'affirmation identitaire pour la société francophone qui est consciente d'être une minorité en Amérique du Nord. Ça, je pense que cette question identitaire est importante. L'autre élément de recours à l'État qui est souhaité, c'est parce que la société québécoise est une société pauvre, comparée aux autres, ne bénéficie pas d'une tradition de philanthropie, de mécénat, comparable à ce qu'on peut observer en Ontario, peut-être dans le Québec, Montréal anglophone, ou aux États-Unis. Donc, c'est important que l'État fasse la différence. Aussi, un lien indissociable entre culture et éducation, je l'ai rappelé à plusieurs reprises. Aussi que la culture, enfin, est demeurée un enjeu marginal dans le débat politique et électoral tout au long de cette période. Et les années de la Révolution tranquille ne font pas exception. Donc, il faut attendre l'élaboration des grandes politiques culturelles pour que les choses commencent à changer. Le livre vert de l'Allier en 1976, le livre blanc de Lorrain en 1978 et la politique culturelle de Lisa Froula en 1992. Merci. Bon, alors on a le temps quand même, on va prendre le temps de quelques questions, une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, au gouvernement fédéral, il y avait beaucoup d'actions aussi. Est-ce qu'il y a des interactions entre ces deux systèmes qui interinfluencent un peu? C'est une bonne question, je me suis posé la même, et je n'ai pas trouvé dans les sources, notamment dans la reconstitution des débats de l'Assemblée législative, de grandes interventions sur, je sais pas, l'empiètement du fédéral dans la culture. Je pense que ça va venir à l'époque de Jean-Noël Tremblay, à l'époque où Trudeau a dit que le fédéral a le droit de dépenser dans la culture, que c'est pas dans la Constitution, c'est une mission provinciale. À l'époque, le débat, comme je l'ai dit, se fait au niveau de l'éducation via les subventions des universités. Mais le fédéral, il ne faut pas l'oublier, la commission Massé dépose son rapport, si je me souviens bien, en 1951, mais la création du Conseil des arts, ça prend du temps, plusieurs années. Je ne me souviens pas de la date, peut-être que certains le sauraient. 57, bon. Apparemment que Louis Saint-Laurent s'est fait prier avant de lancer ça. Donc, le fédéral, traditionnellement,
c'est pas beaucoup impliqué dans la culture. Sauf Radio-Canada. Oui, bien sûr. Là, on tombe dans le domaine des communications. Et le Québec a perdu en cours, je sais pas laquelle instance, la juridiction à l'époque de Tachereau dans ce domaine-là. Et c'est sûr que je n'ai pas développé l'aspect communication, Radio-Canada, mais c'est l'autre volet important de la culture québécoise, où tous les artistes, tous ceux qui étaient contre Duplessis ont pu se faire valoir et développer aussi la culture. Oui, Diane, Oui, le combat qu'ils ont perdu, finalement, c'est devant le Conseil privé de Londres, parce qu'à l'époque, point de vue constitutionnel, c'était une querelle constitutionnelle entre le fédéral et le provincial. Le Québec avait créé son bureau de la radiodiffusion à la fin des années 20. Le fédéral, lui, réclamait cette prérogative-là, comme quoi c'était pas dans la Constitution de 1867, tout le secteur des communications, de la radiodiffusion. Donc, ça relevait des prérogatives fédérales. Donc, ça c'est allé à Londres et ils ont perdu. Le Québec a perdu, donc il a fallu qu'ils abolissent son bureau parce qu'ils avaient créé le bureau de la radiodiffusion. Mais 2-3 ans plus tard, ils ont passé par un autre stratagème pour créer ce qui deviendra plus tard, beaucoup plus tard, mais un organisme qui va donner naissance à Télé-Québec, entre autres. Mais ma question n'était pas pour ça. Dans tes recherches, merci d'abord pour ta présentation, ce beau grand survol que tu as fait, très intéressant, sur toute la culture instituée, puis la mise en place des grandes institutions au Québec en matière de culture, d'éducation, les liens jusqu'à la période de la fin de la PAM. J'avais un petit commentaire, une question, une demande de précision. Le budget qui est accordé dans les années 1936 au secteur du livre, c'est quasiment le 1/8 du budget qui passe dans l'achat des livres. Et tu as très peu parlé du rôle ou l'accointance qu'il y avait entre l'Église et si on veut, l'élite politique de cette époque-là jusqu'à la fin des années 50 qui contrôlait tout le côté de la censure, entre autres, parce que le gouvernement a quand même adopté des politiques dans le domaine du cinéma, dans le domaine du spectacle et autres, qui étaient beaucoup plus contraignants que juste de créer des grandes institutions, entre autres. Est-ce que ça, tu touches un petit peu à ça, ce volet-là, un peu plus culture populaire qu'on essaye de contraindre et un peu cette accointance-là qu'on a avec l'Église à l'époque qui contrôle les contenus culturels, entre autres? Oui, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas abordé dans mon article, mais dans le livre que je veux faire, je vais rajouter ce volet-là, parce qu'effectivement, la censure est importante. C'est l'aspect négatif, si on veut, là, oui. De l'État à l'époque, l'abandon de l'Église, oui, est important. On se souvient qu'à l'époque de Duplessis, par exemple, les enfants du paradis avaient été censurés parce que c'était inconvenant pour la morale catholique de l'époque. Donc, il y a eu comme ça, là, au fil des années, là, Parce que je trouve que, entre autres, dans le contenu des bibliothèques, on crée des bibliothèques paroissiales contrôlées par l'Église, tu sais, avant alors que la communauté anglophone non plus s'y touche pas beaucoup. Par rapport au Québec, il se passe quand même des choses intéressantes. Ils se tiennent peut-être un peu plus à distance du pouvoir qui est très canadien-français à l'époque, j'imagine, mais ils développent leurs propres institutions qui ont beaucoup plus d'autonomie dans les contenus aussi. Je pense que ça, c'est un volet qu'il faudrait peut-être aussi explorer éventuellement, surtout si tu parles de relations de l'État avec le Québec, mais pas juste francophone, mais aussi la communauté anglophone qui elle, ses réseaux bien étendus au Canada anglais, entre autres. En tout cas, c'est juste un commentaire, mais tout ça pour te remercier. Je trouve que ça a été une belle présentation, un beau survol. Ça me rappelle des choses très intéressantes. Oui, merci beaucoup. Vous aviez une question? Oui, je trouve que dans ta présentation et dans toute ton analyse, il te manque le niveau municipal de l'État. À la fin du 19e, comme tu l'as montré, l'État québécois, c'est peu de choses, c'est peu de budget, peu de fonctionnaires. La somme des municipalités québécoises, c'est plus considérable en termes de budget et de fonctionnaires que l'État québécois. Et fin 19e, début 20e, la mentalité générale dans tout l'univers anglo-saxon, en tout cas, c'est que la vie sociale relève du local, y compris la vie culturelle. Et les municipalités sont amenées à intervenir. Leur intervention culturelle la plus importante, c'est les bibliothèques municipales.
Et à Montréal, entre autres, c'est un enjeu extrêmement important qui a été bien étudié par Michel Dagenet, entre autres, et on crée cette bibliothèque municipale de Montréal qui est un organe culturel extrêmement important. Mais la municipalité aussi subventionnait toutes sortes d'initiatives locales. Il faudrait voir les troupes de théâtre, les orchestres, tout ça relevait de l'initiative privée parce que c'était l'esprit de l'époque. Dans quelle mesure le niveau municipal de l'État est intervenu pour appuyer avant que l'État provincial récupère tout ça? Comme ça s'est passé dans le cas du bien-être social, c'est les municipalités qui ont développé l'intervention publique dans le bien-être social avant que l'État-providence fasse qu'on le récupère à Québec. Mais Montréal avait un énorme service du bien-être social bien avant la création du ministère à Québec. Et donc, il y avait une intervention culturelle de l'État au niveau municipal. Ce niveau municipal est un organe de l'État québécois, par délégation, implicite ou explicite. Alors, il me semble que pour comprendre l'évolution de l'État québécois et de son action culturelle, il faut au minimum poser cette question du municipal et de la tendance générale au cours du 20e siècle des gouvernements supérieurs à enlever ce local ou à récupérer cette initiative locale qui était la base pour tout ce qui s'appelait vie sociale dans la conception traditionnelle de la société, pas seulement au Québec, c'est comme ça aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Le niveau local et en éducation, la même chose. L'idée d'avoir des commissions scolaires qui est aux antipodes du modèle français où on a l'éducation nationale. Là. Ça, c'est dans tout le monde anglo-saxon. Hein? Et les commissions scolaires jouent un rôle aussi dans le développement culturel. Il faut, à mon avis, intégrer ça dans l'analyse. Je pense que c'est une remarque pertinente, effectivement. Je ne sais pas, par contre, si le cas de Montréal est différent du reste des autres municipalités du Québec à cause de cette situation bilingue et tout, et de l'importance communauté anglophone. Il faudrait voir quelles étaient strictement dans le domaine de la culture. Est-ce qu'ils avaient, au début du 20e siècle, je ne sais pas, des politiques culturelles ou simplement ad hoc, un peu comme je l'ai montré au niveau provincial. Une petite remarque quand même, on parlait de bibliothèque. À l'époque d'Athanase David, il a voulu sauver la bibliothèque Saint-Sulpice en demandant à la ville de Montréal de faire la moitié du chemin que lui était prêt à faire pour... et le maire de l'époque, je pense Camille Wood, avait refusé de s'impliquer. Donc peut-être qu'il y a du pour et du contre là, de ce côté-là. Il y avait une concurrence entre la bibliothèque municipale et Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, c'était la bibliothèque des curés, là. Mais c'était en même temps... La municipale était une bibliothèque publique, en principe hors de l'influence du clergé, là, même si on respectait l'index. Elle était ouverte à tous les citoyens, protestants ou catholiques. On est dans deux univers, là. Peut-être. Il faudra voir. Mais moi, si je regarde au point de vue plus sociologique, là, moins historique sur les années récentes, puis je retourne en arrière sur les politiques culturelles actuelles, et à partir de quand les municipalités se sont impliquées, je parle dans l'ensemble du Québec, dans la culture, il me semble que c'est assez récent. On a commencé à s'intéresser à construire des arénas, à s'occuper des sports, des loisirs, et après ça, les loisirs culturels, puis la culture. C'est venu dans les années 80, dans les années 50, la ville de Montréal avait la roulotte, avait tout un programme culturel de développement, d'appui au théâtre. Montréal est peut-être un cas, mais pour Québec, que je connais mieux, là, au niveau culturel, j'ai l'impression qu'on laissait à l'entreprise, aux initiatives privées, le soin de faire ces choses-là. Mais en tout cas, je pense que tu as raison pour le fond.
qu'il faudrait explorer ce niveau municipal. Merci. Claude C'est juste pour dire que Westmount avait une magnifique bibliothèque municipale au début du 20e siècle. Je vais juste ajouter, ma perception va plutôt à l'effet que la contribution des municipalités était essentiellement limitée aux pratiques amateurs, de loisirs culturels. Et ça a pris beaucoup de temps avant que... En fait, c'est la politique culturelle de Lisa Spoula qui a enchâssé les nouvelles responsabilités municipales en regard du développement culturel local. À mon sens, avant cette période-là, on parle plutôt de budget très modeste, on parle aussi... Mais peut-être que l'exemple de la bibliothèque, c'est le seul, essentiellement. Mais dans l'après-guerre, Montréal multiplie les bibliothèques de quartier, il y a une politique de diffusion de la culture, bien avant qu'on ait un ministère de l'affaires culturelles. Vous avez raison, mais je pense que c'est le seul exemple. Qui était supplétif, si on veut, c'est parce que le gouvernement s'en occupait pas que les municipalités devaient intervenir. Il faudrait voir à Sherbrooke, c'est sûr. Les anglophones sont plus sensibilisés du côté des bibliothèques, mais je pense pas qu'il y en avait seulement à Montréal. Là, il faudrait voir dans d'autres municipalités. Je pense qu'il y avait une question d'abord là. Oui. Une question rapide, c'est effectivement très intéressant. En termes d'interprétation de l'action d'Athanas David, comment on peut distinguer, si vous avez réussi à le faire dans le livre, entre son action personnelle et aussi un milieu qui fait en sorte que c'était le moment de faire ça, toutes ces actions-là? À quel moment, lui, sa personnalité, en quoi on peut expliquer les réalisations qu'on lui à ce moment-là par la personnalité de Athanas David, qui a l'air quand même assez exceptionnel, puis qui est un leader, justement, dans la communauté, mais est-ce que c'est à cause de lui ou est-ce que c'est à cause du timing de l'époque ou est-ce qu'on peut distinguer l'un et l'autre? C'est peut-être un peu difficile compte tenu des choses dont je dispose, mais mon hypothèse, c'est que lui, il a lancé des idées et là, les gens se sont un peu agglutinés autour de ça pour en demander davantage, mais il avait, je pense, l'appui de Tachereau, ça c'est évident que sans ça n'aurait pas été possible. Mais je ne sens pas, à l'époque d'associations constituées, des groupes de pression, comme on aurait étudié Diane pour la politique 92, à l'époque, on est encore au niveau des individus. Mais c'est des gens, par exemple, des écrivains qui vont faire le pied de grue devant le bureau de David ou de son sous-secrétaire pour que le gouvernement achète tant d'exemplaires de leurs livres ça, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un patronage là-dedans, c'est possible aussi. Mais on est dans les débuts, je dirais. Et les boursiers d'Europe, c'est justement après le retour de ces gens-là, on va créer dans l'après-guerre une élite là, qui était encore très embryonnaire avant, au niveau culturel. Mais je ne pourrais pas aller plus loin dans l'étude de la recherche. C'est une question. Oui, Guy Laferrière. Avant, j'ai une question, mais avant ça, il y a un point qui m'a échappé au début. Tu veux pousser ton étude jusqu'à quelle époque, le livre que tu veux faire? Ben, idéalement, c'est d'une vraie vie jusqu'à 92. 92? Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la politique de Lisa Froula et qui crée le CALC, le SEDEC et toutes les institutions qui étaient embryonnaires à l'époque de la panne, qui avaient créé un conseil provincial des arts, mais la chicane a pris avec le ministère parce que chacun tirait de son côté. Alors, ma question portait sur l'influence de la France. Et en t'écoutant parler, je songeais au livre de Yvan Lamonde et à sa théorie là, sur le fait qu'on a accordé beaucoup d'importance à la France quand on étudie l'état culturel du Québec. Et il me semble au contraire, à t'entendre parler, que cette influence de la France est tout à fait considérable, alors que je n'ai à peu près pas entendu parler des États-Unis sur lesquels Lamonde met tant d'insistance. Donc, comment pour cette période là, de 1919 à 1962, comment tu évaluerais cette influence réciproque de la France et des États-Unis sur l'évolution culturelle du Québec?
Vaste question. Pour avoir fait avec Paul-André et d'autres 400 ans de relations entre la France, le Québec et le Canada, on voit bien que la France a toujours été une espèce de modèle. Toute la question des beaux-arts à l'époque de David, là, comme je l'ai dit, c'est inspiré de la France. Les législations du patrimoine sont inspirées de la France. Les artistes, les professeurs qu'on fait venir ici viennent de là parce qu'on n'a pas d'expertise ici. Et ça va durer même à l'époque de la Palme, parce que la Palme, son ministère, il va mettre les fonctionnaires en relation avec les fonctionnaires de Malraux, et qui vont venir ici et qui vont essayer ensemble, parce que Malraux aussi avait ses problèmes lorsqu'il était en lutte contre le ministère des Affaires extérieures, le ministère de l'Éducation, pour faire sa place. Alors les deux sympathisaient, mais la Palme aussi s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas imiter la France parce qu'il y avait une spécificité québécoise du fait de cette question identitaire que la France ne posait pas. C'était en termes d'accessibilité à l'art, à la culture, à l'époque de Malraux. Bon. Alors, est-ce que ça continue maintenant? Sans doute beaucoup moins. C'est à diminuer. Je ne sais pas si au ministère, on pourrait dire qu'il y a encore une influence marquante. Quant aux États-Unis, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas vu ben, il y a Wilfrid Pelletier qui allait à New York régulièrement là, pour diriger l'orchestre. Mais il y a le tournant de la guerre, évidemment, où tout se transporte aux États-Unis, pour pouvoir à l'enfance. Les boursiers d'Europe sont devenus des boursiers des États-Unis durant la guerre. Là-dessus, sans doute qu'il y a une influence qui resterait à mesurer, je pense. Mais on ne parle pas de mécanicité à l'époque. Il y a d'autres questions? Oui, Diane? Une dernière? On n'entend pas. On est fermé. Peut-être qu'un des éléments de réponse par rapport à l'influence américaine est plus au niveau de la culture populaire que tu couvres pas, toi, dans ton objet d'études, hein, parce que faut penser à la comédie, les théâtres, les vaudevilles, tout ce qui va se développer à partir des années 30, 40, 50, là, qui est plus proche de la culture de masse, culture populaire, ce que tu couvrais pas d'ailleurs de toute façon, parce que tu t'intéressais plus, tu prenais ça sur un autre angle. Je vais faire juste deux brefs commentaires. La question des bibliothèques publiques, je ne sais pas qui est intervenu, mais c'est vrai que dans ta réponse, tu as raison de dire que c'était peut-être un phénomène plus montréalais. Moi qui ai travaillé sur 3 histoires régionales en région, ils couvraient ces aspects-là. La question des bibliothèques était souvent dans les petites municipalités, relevait souvent la création de bibliothèques, c'était des bibliothèques paroissiales. C'était dans le presbytère, c'était dans la sacristie, c'était contrôlé par l'Église. Il y avait des exceptions dans la région de Sherbrooke parce qu'il y avait des communautés anglophones qui avaient leur propre bibliothèque qui était plus privée, publique ou laïque, si on veut, moins, en tout cas moins orientée ou moins encadrée par l'Église catholique. Ça, c'est un commentaire que je voulais faire. Puis du côté d'Athénas David, je me souviens d'avoir travaillé sur des festivals de musique et je sais que sa femme était particulièrement une fan de tout ce qui était musique et orchestre. Et elle avait eu moi, ce que j'en avais vu, travaillé à la destinée de la création d'un certain festival au Québec dans lequel Athénas David était impliqué. Et des fois, il faut voir le rôle aussi des femmes, leur passion par rapport à la musique et les beaux-arts. Peut-être aussi elle avait eu une empreinte sur son mari dans l'élaboration de ses politiques, on ne sait pas. Hein? Ça serait peut-être une bonne piste à explorer de ce côté-là. Voilà, c'était tout comme commentaire que je vais faire. Oui, je dirais, si je peux me permettre, évidemment, j'ai centré mon étude sur l'action culturelle de l'État provincial. Donc, je n'ai pas voulu faire une histoire de la vie culturelle au Québec, à Montréal, ou que ce soit. Donc, il y a au niveau fédéral, avec les communications, au niveau municipal, on parlait Paul-André, qu'il faudrait retenir, et la culture populaire qui vient des États-Unis, bien sûr. Je n'ai pas aussi parlé de l'influence dans la création d'institutions culturelles en dehors de l'État. Par exemple, l'Orchestre symphonique de Montréal, qui était plus ou moins fondé à l'initiative de David, de sa femme Antonia Nantel David, qui s'occupait aussi des festivals de Montréal, qui était même financé à l'époque de Duplessis. Bon, il y a tout ça, mais ça m'apparaissait, j'en parle dans mes articles, mais je n'ai pas parlé dans mon exposé parce que c'est pas lié directement à l'action de l'État. Tout à fait. Mais
c'est sûr qu'il faudrait, dans un contexte plus général d'histoire de la vie culturelle au Québec, de la dynamique culturelle, tenir compte de tout ça. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup, Fernand.